Euh, j'ai du mal à croire que je suis en train de lancer cette vidéo. Euh, je sais que mon entourage n'approuvera pas forcément, pas parce qu'ils m'en voudront, mais parce qu'ils veulent me protéger. Mais, euh, mais je crois que j'arrive à un stade de ma vie où j'ai besoin de faire le point, j'ai besoin d'avancer et je me suis rendu compte que une des manières d'avancer pour moi, c'était de pouvoir aider et transmettre mon expérience à d'autres pour les aider et pour leur permettre de peut-être traverser des épreuves similaires facilement. Ce qui m'a motivée aujourd'hui à faire cette vidéo, c'est deux choses. C'est d'une, justement, ce besoin de transmettre et de tendre la main comme on l'a pas fait pour moi. C'est quelque chose qui, je me rends compte, me guérit, m'aide beaucoup et d'une certaine manière, je mets au point l'apothéose de ma thérapie que je fais seule. Et la deuxième chose, c'est un peu toute l'ouverture des débats autour de MeToo, Balance ton porc, tous ces débats, si tant est qu'on puisse vraiment avoir un débat là-dessus, autour des violences faites, que ce soit sur les femmes, les enfants ou même les hommes, parce que ça existe aussi. Et, euh, et voilà, en fait, tous ces débats, toutes ces prises de parole ont été bénéfiques dans le sens où ça a permis de mettre le sujet sur la table. Un sujet qui malheureusement jusqu'à maintenant bénéficie d'une très grande omerta grâce au silence des victimes, mais aussi au tabou qu'il engendrait parce que les gens ne voulaient pas en parler et ça peut se comprendre, c'est des sujets qui sont difficiles peut-être à admettre psychologiquement pour des êtres entre guillemets normalement constitués. C'est des choses qui paraissent inconcevables et les gens ne veulent pas l'entendre. Mais le problème, c'est qu'avec toutes ces prises de parole, toutes ces discussions qu'il y a eu, il y a une espèce d'hystérisation un peu du sujet. Et au final, quand la parole des victimes a commencé à se libérer, et bien en fait tout a été pris d'assaut par la politique, les bien-penseurs, les réseaux sociaux. Et on en a oublié le principal, encore une fois, c'est les victimes qui, encore une fois, ne peuvent pas s'exprimer sans que ça prenne des proportions démesurées. Autant avant, on ne pouvait pas s'exprimer, on ne nous écoutait pas. Aujourd'hui, on peut, mais par contre, tout le monde va y aller de son grain de sel et donner son avis et dire comment on doit réagir, de quelle manière, ce qu'il faut faire, etc. Mais il faut savoir que les victimes de violences, que ce soit physique, psychologique ou sexuelle, vont toutes réagir différemment. On a tous et toutes des caractères différents, on a tous des entourages différents, on a tous des soutiens différents, on a tous une manière de concevoir la vie qui est différente. Et de ce fait-là, évidemment, on va chacun réagir à sa manière. Il y en a qui vont totalement vouloir faire abstraction de ce qu'ils ont vécu et avoir une force exceptionnelle euh, de vivre malgré ça. Il y en a d'autres pour qui malheureusement c'est trop dur et qui n'arriveront pas à passer outre. J'aimerais aussi remettre une petite chose au point. Il n'y a pas de degré de souffrance. C'est pas parce qu'une personne a été violée et qu'une autre n'a subi qu'une simple, je mets ça entre guillemets, une simple agression, que celle qui a subi l'agression n'a pas le droit de souffrir autant que celle qui a vécu un viol. Ces souffrances-là sont propres encore une fois à chacune et chacun va réagir différemment. Et si toi, ça te fait mal de t'être pris la main aux fesses dans le métro, mais qu'une autre s'est fait violer et qu'elle arrive très bien à vivre avec, grand bien lui fasse. C'est pas pour autant que toi, tu as pas le droit d'en souffrir et que t'as pas le droit d'en parler et que t'as pas le droit de te faire soutenir autant que l'autre. Voilà. Euh, bon, euh, je tiens à préciser une chose aussi, c'est que je vais pas rentrer dans les détails. J'ai pas envie de tomber dans le voyeurisme pervers. Euh,
Voilà, c'est des choses qui m'appartiennent, avec lesquelles je dois vivre et que je suis pas prête à partager et que je serai probablement jamais prête à partager dans le détail. J'ai déjà dû le faire devant des gendarmes, devant une cour d'assises et, et je suis pas encore prête à le faire devant tout le monde et je sais pas si je le serai un jour et je crois pas que ce soit vraiment bénéfique de l'être ou de le faire. Voilà, on y va. Euh, pour vous pour vous recontextualiser un petit peu mon environnement familial, je suis née dans une famille où j'avais une sœur aînée qui n'est pas issue du même père que moi. J'ai grandi au début avec, du coup on était 3 filles, mes 2 sœurs, mes 2 parents. J'ai appris à 14 ans que le mari de ma mère n'était pas mon père biologique. Et voilà, donc je n'ai que des demi-sœurs, même si pour moi c'est mes sœurs à part entière. Et voilà, on était une famille entre guillemets tout ce qu'il y a de plus normal. Je dis bien entre guillemets parce que derrière le beau tableau se cachait de bien sordides choses. Mais voilà, j'ai grandi dans une famille plus ou moins normale. On n'a pas eu excessivement de problèmes financiers. On avait une maison. Certes, c'était pas, on ne faisait pas des sorties tous les jours. J'avais pas les dernières pompes de marque, mais j'ai pas manqué de grand chose matériellement parlant. Ma famille, du coup, paternelle, qui en fait, ma belle famille m'a toujours considérée comme de leur famille à part entière. Ils n'ont jamais fait de différence avec moi, au contraire même. Voilà, j'ai grandi dans un contexte, tout ce qu'il y a de plus normal et dans un contexte dans lequel on ne pourrait pas une seconde imaginer qu'il puisse se passer des choses comme ça. La première fois que c'est arrivé, on était en vacances à Sanary-sur-Mer dans le sud. On partait toujours en vacances en caravane. Et c'était une toute petite caravane qui devait faire tout au plus 10 mètres carrés, pas plus. Et du coup, ma grande sœur partait plus en vacances avec nous à cette époque-là. Et du coup, dans la caravane, il y avait un côté avec un lit double où mes parents dormaient. Et puis il y avait l'autre côté avec un lit double et un lit superposé sur lequel on posait nos affaires. Et ma petite sœur et moi, on dormait dans le deuxième grand lit. Et il y avait juste un tout petit couloir de 50 cm qui séparait les deux lits. Et une nuit, donc ça c'était en juillet, entre ma 6e et ma 5e, donc ça devait être en 2008. J'avais... Non, je vous dis n'importe quoi. Entre ma 6e et ma 5e, c'était en 2003 ou 2004. Et ouais, c'était 2004. J'avais donc 12 ans. Voilà pour la petite info. Et du coup, c'était un soir de juillet en vacances, des vacances tout ce qu'il y a de plus normal en famille. Et cette nuit-là, je portais pour dormir une de mes robes préférées. C'était une robe longue qui allait jusqu'aux chevilles avec des petites manches courtes. Elle était jaune, rose et dorée, tout ce qu'une petite fille de 12 ans peut aimer. Et voilà, j'avais joué toute la journée, j'avais la flemme de me doucher, je m'étais couchée avec ma robe. Et bah j'étais petite et du coup on dormait pas forcément avec des sous-vêtements quand on était petite pour être honnête. Et vu qu'on était allé à la piscine toute la journée, j'avais enlevé mon maillot de bain, j'avais juste remis cette robe, voilà. Et je me suis réveillée en pleine nuit parce que j'ai senti quelque chose. Et au début je croyais que je rêvais et puis bah, ça continuait et du coup je me suis réveillée. Et là j'ai vu mon beau-père qui commençait à s'affairer dans un sac d'affaires à côté du lit, mais il était nu en fait.
Et du coup, je me suis réveillée et en me réveillant, j'ai vu que ma robe était entièrement relevée alors que c'était une robe vraiment très longue qui allait jusqu'aux chevilles. Et bon, normalement, je pense pas qu'elle avait pu remonter autant, mais j'avais compris qu'il s'était passé quelque chose de mal, mais je crois que je voulais pas vraiment le réaliser en fait. Et je me suis levée, j'ai fait ma journée, ma matinée, tout ce qu'il y a pu normalement. J'ai pris mon petit déjeuner avec ma famille et puis je suis allée retrouver une copine de vacances qui s'appelait Laura d'ailleurs, qui était un tout petit peu plus âgée que moi, elle devait avoir 14 ou 15 ans. Et Laura, elle voyait que j'étais un peu bizarre et elle a commencé à me poser des questions, genre ça va pas et tout, t'as pas l'air bien. Et du coup, je lui ai dit ce qui s'est passé, elle s'est affolée, elle a dit il faut absolument que t'en parles à quelqu'un. Et mon premier réflexe a été d'appeler ma sœur aînée. C'est pas mon inconscient qui m'a fait appeler ma sœur. C'est que je pourrais plus vous dire exactement, mais quelques semaines, voire quelques mois avant, j'avais entendu une conversation entre mon beau-père et ma mère, une conversation très houleuse, où ma mère disait mais comment t'as pu faire ça enfin, oui, vraiment, comment t'as pu faire ça, c'est horrible. Je me souviens plus exactement des mots, hein, mais voilà, ça laissait présager quelque chose. Et il y avait aussi eu des rumeurs dans la famille. Moi, j'étais encore un peu trop jeune pour comprendre, mais ma grande sœur avait été punie 1 an de sortie parce qu'apparemment, elle aurait fait un énorme mensonge à propos de mon beau-père. En fait, tout simplement, des années après, j'ai compris qu'elle avait tenté de se confier à des gens de la famille et qu'elle a été punie pour ça. Mais du coup, j'ai appelé ma soeur aînée et je lui ai juste dit papa, et il m'a fait quelque chose. Et c'était pas normal pour ma soeur que je l'appelle parce qu'on n'a jamais été hyper proches, ma grande soeur et moi, malheureusement. Et je pense que toutes ces choses-là peuvent aussi expliquer la distance qu'il y avait entre nous. Mais elle a éclaté en sanglots et elle m'a dit non, pas toi aussi. Et j'avais ma copine Laura à côté et Johanna, ma grande soeur, m'a dit il faut absolument que tu en parles à maman, il faut qu'on fasse quelque chose. Et moi, j'avais pas le courage, je lui ai dit j'arriverai pas à lui dire. Et du coup, elle m'a dit écoute, je vais l'appeler, mais parle-en absolument à un adulte, dis-le à quelqu'un. Et du coup, elle a raccroché et avec ma copine Laura, on en a parlé. Et puis elle a dit je vais le dire à mes parents, je vais aller leur en parler, comme ça ils iront voir ta mère. Ce qu'ils ont fait. Ils sont allés voir ma mère, ils leur ont expliqué, ma mère leur a dit ne vous inquiétez pas, on va aller voir les gendarmes, je vais pas laisser faire ça, etc. Et au final, je suis rentrée à la caravane et puis là, on a eu droit à un conseil de famille où on me demandait ce qui s'était passé. Et mon beau-père me disait mais t'es sûre que t'as pas rêvé, peut-être... Enfin voilà, il essayait de me convaincre que ce que j'avais vu, c'était pas vrai et j'ai pris peur en fait. J'ai pris peur et j'ai menti. Et, et j'ai dit que, soi-disant, je m'étais fait suivre quelques temps avant et que ça m'avait fait peur et que du coup je faisais des cauchemars. Je savais que c'était pas un cauchemar inconsciemment, mais je crois que. En fait, j'avais peur de tout ce que ça impliquait de parler d'un truc comme ça et je voyais ma petite sœur qui était affolée et puis ma mère en colère et lui qui pleurait à moitié et qui disait non mais c'est pas possible, j'ai pas fait ça et tout. Et du coup je me suis rétractée et on a remballé nos affaires, on est parti quelques jours plus tôt que prévu parce que maintenant dans le camping ça avait jasé, il fallait partir, on est parti et pendant très longtemps on n'a plus jamais reparlé de ça. Je pense que du fait que j'ai réussi à en parler dès la première fois où ça arrivait, ça lui a fait peur et pendant quelques années il m'a laissé tranquille. Plus ou moins parce qu'il faut savoir que on avait quand même des comportements qui n'étaient pas très normaux dans une famille. Lui prenait son petit déjeuner nu à table le matin avec nous avant qu'on aille à l'école. On parlait beaucoup de sexualité mais pas de manière saine au sein d'une famille et surtout pas avec des enfants de cet âge-là. Et voilà, et puis il faisait des commentaires sur notre physique, il nous tapait sur les fesses.
Enfin, voilà. Mais pendant quelques années, tout du moins, il m'a pas retouchée. Et fin du collège, l'adolescence faisant son chemin, la puberté faisant son chemin, j'ai commencé à avoir plus de forme, à ressembler un peu plus à une femme, si tant est que je ressemble à une femme. J'ai jamais été... j'ai toujours été très petite, très menue, mais ouais, je commençais quand même à grandir. Et ma mère, depuis quelques années, ne dormait plus du tout avec lui. Elle dormait sur le canapé. Je pense qu'elle avait très bien compris ce qui se passait et elle avait pas du tout envie qu'il la touche. Et à ce moment-là, elle a recommencé à avoir des comportements vraiment déplacés. D'abord, c'était des mains sur les fesses, des commentaires sur mon corps, sur ma poitrine, sur la manière dont je m'habillais. Quand j'avais un copain, il lui parlait extrêmement mal, il se foutait de lui, il le toisait. Enfin voilà, et puis mes copines ne voulaient jamais venir chez moi parce qu'elles le trouvaient très bizarre et en soi, elles avaient raison. Et là, vers mes 14-15 ans, ça a recommencé. J'ai essayé de me confier plusieurs fois à ce moment-là, notamment à une fille de ma classe qui m'a tout bonnement fait passer pour une menteuse, qui l'a raconté à tout le collège en disant que je mentais. C'est une réputation qui m'a suivie pendant toutes mes années au collège. Et en parallèle, moi j'ai commencé à avoir des comportements pas du tout normaux pour une fille de mon âge. J'ai commencé à avoir une sexualité très tôt. J'ai eu ma première fois très jeune. Et avec mes meilleures amies, on parlait de sexe de manière très brutale, très brute pour encore une fois des jeunes filles de notre âge. Et ça, c'est une de mes amies qui me l'a dit très récemment. Mais sa maman avait vu des lettres qu'on s'échangeait à l'époque qui étaient pas d'une teneur vraiment pas normale pour une fille de mon âge. Et elle avait alerté ma prof principale. Et ma prof principale avait dit qu'effectivement, fallait pas qu'elle m'en veuille de parler comme ça parce qu'elle avait des doutes sur le fait que dans ma famille, il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Quand j'ai appris ça, j'étais un peu chagrinée parce que c'était ma prof de français, c'était un de mes profs préférés avec qui je m'entendais, je pense, relativement bien. Et je comprends pas que quelqu'un qui pouvait avoir des doutes comme ça ne s'est pas dit qu'à un moment il faudrait peut-être le signaler. Parce que en l'occurrence ces doutes n'étaient pas infondés. Et si je fais cette vidéo aussi, c'est pour ça, c'est que souvent les doutes, à la limite, c'est plus facile d'éclaircir un doute infondé que de sortir une personne d'une situation comme la mienne. Et peut-être que si elle avait signalé ça, ou peut-être que même si les parents de la jeune fille que j'avais rencontrée en vacances avaient même signalé quelque chose à la police, ça m'aurait évité d'autres longues années de galère, mais bref. Donc voilà, la fin du collège, la troisième et ma première seconde, ça a été assez catastrophique. J'ai commencé à faire beaucoup de conneries, j'ai commencé à beaucoup fumer, à boire. Je n'étais pas quelqu'un qui sortait beaucoup, j'étais assez solitaire, j'avais peu d'amis. En plus de ça, en seconde, vu que j'étais un peu bizarre, forcément, hein, j'étais chelou. J'étais très renfermée, je parlais pas trop, j'avais des délires un peu... je m'habillais tout le temps en noir, j'écoutais de la musique de suicidaire, je me scarifiais. Voilà, j'étais pas du tout en phase avec les ados de mon âge, donc j'ai commencé à me faire harceler au lycée de manière quotidienne. Donc ça a été des années extrêmement dures. J'ai plusieurs fois voulu crever, hein, littéralement. J'ai eu quelques rares amis qui m'ont un peu soulevée à bout de bras, mais voilà. Arrivée à ma deuxième seconde, parce que évidemment j'ai planté ma scolarité, ma première seconde a été catastrophique. Arrivée à ma deuxième seconde, je me suis fait quelques amis, ça a commencé à aller un petit peu mieux. On était un petit groupe de filles, on se soutenait. Malheureusement, notre classe a été frappée encore une fois par le sort. Et on a une jeune fille dans notre classe qui a tenté de mettre fin à ses jours en sautant d'un viaduc.
parce que les copines s'étaient bourré la gueule en cours de sport, que le prof a trouvé la bouteille et que mes copines et moi on n'avait pas envie de prendre pour tout le monde et on l'a dit au prof. Et là, les adolescents ont des réactions qui peuvent parfois sembler incohérentes, mais en fait tout m'est retombé dessus parce que mes copines m'ont lâché, elles n'ont pas voulu assumer qu'elles aussi avaient parlé de ça. Et du coup, je me suis retrouvée à porter la responsabilité de la tentative de suicide de ma camarade de classe. Et là, ça a été vraiment la descente aux enfers parce que j'ai recommencé à me faire harceler quotidiennement. En plus de ça, à la maison, en fait, j'avais aucun endroit où j'étais bien. Et quelques mois après, j'ai rencontré mon premier copain. Ma première vraie histoire d'amour. Je me suis enfuie très vite de chez moi. Je me suis installée avec lui à 17 ans. Donc fin de ma deuxième seconde. Et là, je pense que c'est quelqu'un qui a dû souffrir aussi, qui était en colère. Et malheureusement, sa colère, il ne la maîtrisait pas forcément. Et c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal physiquement, psychologiquement. Et voilà, en fait, ça a été un peu un cercle vicieux dans le sens où c'était ma seule échappatoire. Du coup, j'acceptais de me faire priver de mes amis, de sa jalousie maladive, de sa possessivité, pardon. Et puis après, ça a été les insultes, ce qui a entraîné forcément chez moi un peu de dégoût. J'avais plus envie qu'il me touche, sauf que moi j'avais envie qu'il me touche, plus il m'insultait. Après, ça a commencé par être plus violent, et puis à un moment, on finit par se laisser faire pour avoir la paix. Je me rendais pas compte quand j'étais plus jeune que c'était hyper malsain et que je devais pas coucher avec quelqu'un juste parce qu'il insistait et que parce que j'avais l'impression que c'est ce qu'une fille devait faire. Mais je pense que ça a été ça a été la descente aux enfers, et en même temps j'avais peur de le quitter parce que j'avais peur de rentrer chez moi et de subir d'autres choses. Je suis restée avec lui 2 ans et demi. Bon, je l'aimais beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui certes m'a fait du mal, mais je pense que c'est quelqu'un qui au final s'en est fait aussi beaucoup à lui-même. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai plus de haine ou de rancœur, mais qui malheureusement a laissé des traces indélébiles sur mon cœur. Et finalement, j'ai eu la force de le quitter parce que je suis partie en vacances avec lui et ma petite sœur et qu'il a pourri les vacances, et que ma sœur en a eu tellement marre qu'elle a fini par partir plus tôt, et ça m'a énormément chagrinée. Et voilà, on est rentré des vacances, ça a été colère sur colère, il a pété son pare-brise. Voilà, il s'est mis en colère, et puis je suis rentrée avec lui, on est encore passé chez sa famille comme si de rien n'était. Tout comme si tout allait bien, et puis le lendemain j'ai eu enfin le courage de le quitter. Et c'est une personne qui, en dehors des insultes, de la violence, qui en soi ne sont pas les pires choses que j'aurais pu vivre, mais c'est une phrase qui m'a dite et qui m'a démolie et que j'oublierai jamais. Un jour, sous coup de la colère, quand j'ai pas voulu me soumettre, il m'a dit mais ton beau-père, tu le laissais bien faire. Et je pense que ce jour-là, quand il a dit ça, il m'a brisée en fait. Et du coup, quand je l'ai quitté, non seulement déjà j'avais perdu beaucoup d'estime de moi par rapport à ce que mon beau-père m'avait fait subir, mais en plus, tout ce que mon ex m'a dit, a pu dire et faire, parce que vous connaissez les relations abusives comme ça, où de toute façon personne d'autre voudra de toi, t'es moche, t'es bête, tu feras rien sans moi, etc. Donc, voilà, j'étais au bout de ma vie, mais j'ai réussi à le quitter et j'ai dû rentrer chez mes parents, et ça a recommencé. Je suis rentrée chez mes parents en août
2011 et en septembre 2011, le 1er septembre, j'habitais déjà plus chez eux. J'avais pris un appartement en colocation pour aller soi-disant à la fac, mais pour moi c'était le moyen de m'échapper parce que j'en pouvais plus et que c'était le seul moyen de m'en sortir. Mon année de fac a été chaotique. Là, ça a été. Je suis pas allée au bout de ma scolarité, hein, très clairement. Ça a été beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, beaucoup de mecs. Et puis ça a fini sur une dépendance à la cocaïne qui m'a pas mal qui m'a suivi quand même pendant quelques longs mois, voire quelques années. Et au final, j'ai eu ma deuxième histoire d'amour où c'était quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps, pour qui j'ai toujours un immense respect et qui pour le coup m'a respectée. Après, c'était une histoire de jeune où il m'a fait du mal aussi, mais pas du mal, du mal qui peut être normal en fait dans une relation d'amour où on se sépare, on le voit, on va voir ailleurs, on se dispute. Voilà, une relation plus ou moins normale, mais c'est quelqu'un qui, pour le coup, a été d'un immense soutien parce qu'on s'est mis ensemble en mai 2012 et en août 2012, ma maman a fait une tentative de suicide. Et avant de la faire, elle a appelé la gendarmerie et elle leur a tout dit. Je pense que la culpabilité d'avoir couvert ça pendant tant d'années l'a rongée et elle n'en pouvait plus et elle a craché le morceau. Et à partir de là a commencé l'enquête, les premières auditions. Ça a été supportable parce qu'il m'accompagnait, parce qu'il essaie bien que mal de me soutenir, même si c'était pas facile de parler de ça. Et tout début novembre 2012, mon beau-père s'est enfin fait arrêter. Il a directement été mis en détention provisoire et là ça a été encore des années extrêmement compliquées parce que quand une affaire comme ça sort, surtout au sein d'une famille, il y a des gens qui vont prendre parti, qui vont... il y a le côté de la victime, il y a le côté de l'accusé, c'est soit noir soit blanc et puis les gens commencent à prendre parti, les gens commencent à parler, les gens commencent à détailler toutes les erreurs que tu as pu faire dans ta vie pour essayer de justifier ce que tu as subi, les gens te traitent de menteuse. Les gens cachent au reste de la famille et préfèrent te faire passer toi pour une menteuse que d'assumer que quelqu'un au sein de la famille a pu faire des horreurs pareilles. Voilà, moi j'ai malheureusement pas eu le courage de porter plainte. Ma grande sœur elle est allée au bout, elle s'est portée partie civile. Moi j'ai jamais eu le cran, mais vu que la plupart des faits ont eu lieu quand j'étais mineure, le parquet a décidé de le poursuivre en mon nom. Aujourd'hui je regrette beaucoup de ne pas m'être portée partie civile, mais à l'époque j'en ai beaucoup voulu à ma mère d'avoir attendu autant de temps pour parler, de l'avoir fait de cette manière-là. Du coup on se voyait plus, on se parlait plus. Avec ma grande sœur, comme je l'ai dit précédemment, ça a jamais été très facile entre nous. Là ça a été encore plus dur. Et ma petite sœur, c'était mon seul soutien, mais elle était jeune et elle n'était pas apte. Elle n'avait pas à avoir les épaules même pour me soutenir. Du coup je me suis retrouvée très seule face à tout ça, face à toutes les expertises, j'avais plus vraiment de famille, en fait la famille était complètement divisée et là mon ex a fait le pas de dire que sa famille allait m'héberger, qu'on allait partir, on allait partir vivre en Bourgogne pendant près de 6 mois où j'ai pu en fait vivre l'instruction de loin et recommencer tout doucement à me construire, tout en sachant que j'avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête et que tôt ou tard, il y aurait un procès ou pas. Mais pendant ces quelques mois, j'ai réussi à souffler, à reprendre le travail, à trouver un peu une stabilité dans ma vie. Malheureusement, notre histoire c'est fini parce que voilà, c'est des choses qui arrivent
et j'ai dû retourner en fait en Alsace. Et je suis allée vivre chez la famille de mon beau-père parce que j'avais pas d'autre endroit où aller et qu'elle m'a accueillie, et parce que mes grands-parents ont toujours été là pour moi malgré tout. Et je comprends d'ailleurs que ça a été difficile aussi pour eux d'accepter le fait que leur fils était capable de faire des choses pareilles. Mais voilà, j'ai vécu pendant quelques mois chez eux, mais en fait, j'étais rongée par la culpabilité parce que parce qu'on me disait qu'il fallait que je pardonne, qu'il fallait que je lui parle, qu'il fallait que j'aille le voir en prison, que je lui écrive, et puis on me disait ce que je pouvais dire à la police ou ne pas dire, et en fait, la pression, elle était énorme parce que moi, je savais la vérité, on voulait m'empêcher de vivre ma propre vérité, et là, j'ai refait le pas de fuir parce qu'en plus de ça, j'étais retournée dans le village. Toute l'affaire avait forcément éclaté. Tout le monde était au courant. Les gens nous jugeaient, nous toisaient, nous regardaient mal. Et puis même, il y en avait qui prenaient notre parti, mais c'était juste pour casser du sucre sur le dos de l'autre, enfin du côté de la famille de mon beau-père. Et j'avais pas envie d'être au milieu de tout ça, c'était pas possible. Et du coup, je suis repartie, et puis j'ai rencontré le père de mon fils avec qui je suis actuellement, et qui pour le coup a été littéralement ma bouée de sauvetage, et celui qui m'a sauvée, parce que je pense que s'il n'avait pas été là aujourd'hui, je serais plus là pour vous parler. Il m'a récupérée comme un déchet, quoi. Après toutes les expertises, les les auditions, malgré que, et je les remercie infiniment, j'ai eu des gendarmes et surtout le lieutenant-couvreur, qui a été exceptionnel, d'une patience sans égale, qui a fait mes auditions avec beaucoup de compréhension, beaucoup de calme, en douceur, sans poser des questions trop rudement, malgré que forcément il était obligé de poser des questions parfois un peu déplacées, mais il l'a toujours fait de la bonne manière. Et c'est surtout quelqu'un sur qui j'ai pu compter aussi toutes les années d'après, pendant la fin de l'instruction, pendant le procès, après le procès, quand mon beau-père est sorti de prison, etc. Et voilà, et du coup j'ai rencontré le père de mon fils, et là j'ai recommencé à construire une vraie vie, doucement, très doucement, mais sûrement me reconstruire, et voilà, à recommencer à prendre doucement goût à la vie, même si tous les jours c'était pas facile, si aussi mon état psychologique pouvait faire pâtir un petit peu notre histoire. Il a tenu bon, et il m'a porté tant bien que mal comme il pouvait, et il l'a plutôt bien réussi. Arrive la date du procès, c'était mi-mars 2015. Et là, c'est une épreuve, vous pouvez pas vous imaginer. Je me suis retrouvée seule parce que je voulais pas forcément que mon compagnon soit là, et d'autre part, je pense que lui avait pas non plus envie d'entendre tout ça. Un procès, ça rentre vraiment dans les détails les plus sombres, et je voulais pas qu'il m'entende, je voulais pas qu'il me voie différemment. Il savait qu'il s'était passé certaines choses, mais à l'époque, j'avais jamais été capable de lui donner ne serait-ce qu'une once de détails. Donc le procès a lieu. Moi, je suis entendue en qualité de témoin et non pas en qualité de victime, excepté pour les faits quand j'étais mineure, mais là c'est le parquet qui m'a représentée, donc je n'ai pas assisté à tout le procès. J'ai pu y assister qu'à partir du moment où moi j'avais témoigné. J'ai attendu seule dans une salle de côté pendant des heures et des heures jusqu'à qu'on m'appelle. J'ai été incapable de dire un seul mot en fait à la barre. Je suis arrivée à la barre et je me suis effondrée. Il y avait une tonne de jurés devant moi, des gens derrière, mon beau-père qui était de côté, que j'avais pas vu depuis des lustres. Je voyais ma soeur qui en plus était enceinte à l'époque, qui est forte et digne comme moi, j'arrivais pas à l'être. Et il y avait juste ma meilleure amie dans la salle d'audience, et je me retournais pour la regarder, et je la voyais pleurer. J'avais presque plus mal pour elle que pour moi. Et au final,
Au début, j'ai pas été capable de parler, donc la juge a lu toute ma déposition et après j'ai réussi à répondre aux questions. Et en fait, ma famille à l'époque, ils m'avaient plus ou moins tourné Enfin, plus personne ne me parlait quoi, parce qu'ils pensaient que vu que j'avais habité chez ma grand-mère paternelle, j'allais mentir et que j'allais prendre le parti de mon beau-père. Et c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais perdue, et notamment le fait que j'ai pas osé porter plainte, c'est parce que je me sentais coupable de lui faire subir ça. Et à l'époque du procès, j'étais toujours pas apte à accepter tout ça, mais je m'étais jurée de dire toute la vérité et c'est ce que j'ai fait. L'avocate de ma sœur m'a posé une toute dernière question. Elle m'a dit: est-ce que vous croyez votre sœur? Et j'ai dit oui, et là j'ai vu sur le visage de ma sœur un espèce de soulagement et comme si elle me remerciait de pas avoir remis sa parole en doute comme tout le monde avait pu le faire pendant toute l'instruction. Et le lendemain, la deuxième journée, j'ai pas eu le courage. J'ai pas eu le courage d'y aller parce que déjà je me sentais pas assez forte et en plus pour être honnête je m'étais mangé une grosse caisse la veille parce que le procès avait été trop dur et puis avec ma meilleure amie on s'est dit qu'on allait faire la fête pour se changer les idées et de toute façon j'étais seule et je n'avais plus envie de subir ça toute seule. Et voilà, et finalement il a été condamné à 6 ans de prison ferme pour viol sur majeur, agression sexuelle sur majeur, viol sur mineur, agression sexuelle sur mineur, avec des circonstances aggravantes qui sont à l'inceste, puisque officiellement sur nos papiers d'identité, il était notre père biologique. Même si dans les faits, ça l'était pas, il nous avait adoptés quand on était petite. Et voilà, le procès est fini. Là, on se sent vide. On se sent vide parce que c'est fini. Voilà, il a été jugé, on a été entendu en qualité de victime et là ça a été une période très dure où je suis vraiment... là j'ai été très faible, j'ai été très déprimée et ça a été difficile même dans mon couple. Et au final, un mois après, j'ai appris que j'étais enceinte et que j'étais tombée enceinte juste après le procès. Et l'ascenseur émotionnel, là, ça a été costaud. Mais finalement, c'est ça qui m'a sauvée parce que maintenant, j'avais une vie entre les mains et que il fallait que je me défonce. Et je vais pas dire que ça a toujours été facile et ça l'est toujours pas. J'ai toujours des périodes où malheureusement, je sème un chaos pas possible dans ma vie parce qu'en fait, j'ai ressenti des choses tellement fortes dans mon existence et j'ai tellement peur de ce qui pourrait arriver de mal que je finis par le provoquer moi-même et perdre les gens que j'aime et les éloigner et leur faire du mal involontairement. Voilà, finalement il est sorti en 2017, donc soit après 4 ans de prison puisque la provisoire compte dans la peine effective. Donc il aura fait 4 ans de prison sur les 6 alors qu'il en risquait 25. On passera les commentaires sur le laxisme de la justice, sachant qu'il y avait au moins 3 victimes, dont une, certes, il y avait prescription, mais le fait est qu'il y en avait au moins 3. Et il est sorti et pendant quelques temps, il m'a laissé tranquille, tout au moins le temps de la durée de la fin de sa peine, pendant laquelle il n'avait pas le droit de prendre contact avec nous, parce que c'est des libérations conditionnelles. Et donc il avait certaines choses à respecter, notamment ne pas se rendre dans le village où on habitait sans autorisation, ne pas nous approcher, etc. Et quand le jour de la fin de sa peine effective est arrivé, il m'a ajouté sur Facebook. J'ai tout bloqué, j'ai pas voulu prendre contact avec lui du tout, mais il n'a pas lâché l'affaire, il a passé des messages à ma famille, à me transmettre. Finalement, un jour, il m'a écrit un mail et là, j'ai pris tout mon courage à deux mains et je lui ai balancé tout ce que je pensais.
tout ce qu'il m'avait fait subir et qu'il n'a pas l'air de se rendre compte qu'il avait fait subir. Il n'a pas l'air de se rendre compte qu'il a fait du mal, il n'a pas l'air de se rendre compte que c'est grave. Et voilà. Voilà mon histoire. Aujourd'hui ça va mieux, même si ça ira jamais bien. Moi j'ai pris perpète, hein. Je vivrai avec ça jusqu'à la fin de ma vie. À 28, bientôt 28 ans, j'ai enfin décidé d'aller voir des spécialistes et essayer de faire en sorte que ce chaos dans lequel j'ai vécu arrête de semer le chaos dans ma vie aujourd'hui. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si j'aurai la force encore de traverser ça une énième fois, d'en parler une énième fois, mais en tout cas voilà, c'est mon histoire et j'espère que ma prise de parole permettra à certains et certaines d'entre vous de vous dire que vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas de honte à avoir, vous n'avez pas à vous cacher, c'est pas vous qui devez vous cacher, c'est pas vous qui devez avoir honte, c'est pas vous qui devez vivre avec ce fardeau, mais c'est la personne qui vous a fait du mal. Et voilà. J'espère que ça en aidera certains. J'espère que ça aidera les personnes qui ne sont pas directement concernées à comprendre qu'il faut écouter, tendre la main, même si la personne vous supplie de ne pas le faire, que ce soit dans des cas de violence sexuelle, morale ou physique. Je pense notamment à toutes les femmes battues qui meurent sous les coups. Il faut faire quelque chose, il faut toujours tendre la main, il faut les forcer. Moi, j'ai toujours cru que je voulais pas en parler, que je voulais enfuir ça. Et finalement, ça m'a enlevé un putain de poids d'être reconnue en qualité de victime. Même si la justice est un bulldozer, même si les gens peuvent être atroces et ignobles. Maintenant, je sais que ce que j'ai vécu, c'est vrai. Que tout le monde le sait, qu'il a été puni pour ça. Et que même si, et j'en suis sûre, qu'il recommence un jour, moi j'aurais fait ma part du boulot. Et il n'y aura pas d'autres victimes parce que moi j'ai pas osé parler, comme ça a pu être le cas avec ces victimes précédentes. Voilà. J'ai plus grand chose à dire. Cette vidéo est super longue, elle aura duré presque 45 minutes, mais voilà. Pour tous ceux qui voient cette vidéo et particulièrement tous ceux et celles qui peuvent être concernés, si vous avez besoin de parler, adressez-vous à des associations, à des assistantes sociales, aux services sociaux ou même contactez-moi en privé. Voilà, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent vous tendre la main, il ne faut surtout pas hésiter à parler. Même si vous n'êtes pas prêt d'aller chez les gendarmes ou chez la police, rien ne vous y oblige. Chacun se reconstruit à sa manière. Il y a des gens qui porteront jamais plainte et vous n'avez pas à rougir de ça, mais il ne faut pas rester seul avec ce fardeau, il faut se faire aider. Même si il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de procès. Et je peux, après avoir vu ce qu'était la justice française, je peux absolument comprendre que certaines et certains ont peur. Mais parlez-en à n'importe qui, mais parlez-en. Et une autre chose que j'aimerais vraiment dire, c'est que, en tout cas une chose sur laquelle j'aimerais mettre l'accent, c'est que la justice française, s'il vous plaît, il faut vraiment, vraiment que vous revoyiez la manière dont vous traitez les affaires et vous traitez les victimes. L'instruction, c'est quelque chose d'extrêmement lourd pour une victime. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les procédures sont au profit de l'accusé. L'accusé a un suivi psychologique, l'accusé a le bénéfice du doute et est à son nom. Il y a des aides pour financer les avocats, etc. Moi, j'ai eu deux expertises psychiatriques et psychologiques et c'est absolument tout le suivi qui a été fait par la justice. Je ne parle pas des gendarmes qui, eux, ont continué à être là pour moi jusqu'à encore aujourd'hui, mais de la justice, du moment où je suis sortie de cette putain de salle d'audience, je n'ai plus jamais eu aucune nouvelle. C'est pas normal. Moi,
j'ai eu la force de m'en sortir toute seule. Mais putain, il y a des gens qui peuvent pas subir un tel traumatisme, plus encore le traumatisme du procès et pouvoir s'en sortir seul. Et ça entraîne des destructions de vie, même après un procès, des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Un moment, s'il vous plaît, prenez en considération les victimes et faites ce qu'il faut pour les faire suivre et les faire aider. C'est pas normal que je dois faire la démarche de moi-même à 28 ans alors que j'ai été reconnue comme victime aujourd'hui. L'État ne m'a pas protégée et c'est à lui de faire en sorte que je puisse aller mieux. Et quand je dis moi, je parle de toutes les victimes de violences, quelles qu'elles soient en France. Et voilà, ce sera tout pour moi. Je sais pas comment cette vidéo va être reçue, je sais pas. Je sais que je risque de me prendre des rafales aussi. Mais je suis prête, allez-y. De toute façon, avec tout ce que j'ai déjà mangé, je pense qu'aujourd'hui je suis apte et je le fais pas pour moi, mais je le fais pour toutes les autres.